la mise en état et des pouvoirs du juge de la mise en état et peut-être aussi du conseiller de la mise en état. C'est ce que nous écoutons avec monsieur le professeur Vincent Egea, qui est professeur à Aix, et avec maître Frédéric Kieffer, qui est avocat au barreau de Grasse et président d'honneur de notre association. Oui, merci beaucoup. Donc on va entamer ce sujet sur la mise en état et les nouveaux pouvoirs du juge de la mise en état. Je voudrais également préciser qu'on remercie de sa participation les éditions L'Ex-Base, avec lesquelles nous avons organisé aussi cette réunion et qui nous a aidés dans l'organisation de la réunion d'aujourd'hui. Alors moi j'avais anticipé qu'en intervenant en dernier dans la matinée, a priori, le temps qui nous était octroyé à l'origine serait considérablement diminué. Et effectivement, il est 12h13 et on doit rendre l'antenne à 12h30. Donc, vous avez 15 minutes de plus. Donc on va essayer de respecter ce challenge qui était envisagé. Alors sur les nouveaux pouvoirs du juge de la mise en état, ou c'est les pouvoirs du juge de la mise en état, par rapport à la réforme de la procédure civile, l'innovation majeure, même si ce n'est pas la seule, c'est effectivement le nouveau pouvoir conféré par l'article 789, le 9e, c'est la possibilité, enfin même l'obligation pour le juge de mise en état, de statuer sur les fins de non-recevoir. Alors on va voir dans quelles conditions, dans quel contexte cela va s'agencer. Ce n'est pas la seule nouveauté, on l'envisagera également. L'une des nouveautés qui me paraît, et qu'on abordera sur le plan pratique, qui me paraît aussi importante, c'est la temporalité de son intervention qui modifie aussi profondément les choses. Puisque jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme, le juge de la mise en état était compétent jusqu'à l'ordonnance de clôture. Postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, il est désormais compétent jusqu'à l'ouverture des débats. Là aussi, ça pose des difficultés et on l'envisagera. Alors, pour les slides, je vais les passer. Hop. Oui, donc, sur les références textuelles, on n'y revient pas. On va essayer de passer dans la mesure où on n'a pas suffisamment de temps. Et on va envisager les différents cas. Premièrement, le juge de la mise en état a le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir. Les fins de non-recevoir, avec le renvoi à la formation collégiale, et ce qu'on appelle un petit peu l'usine à gaz. On en a déjà une avec les mages. L'invocation des fins de non-recevoir suite à une procédure de participative du mise en état, on va l'aborder assez vite, parce que là, ça a été envisagé ce matin par Frédéric Kieffer et Céline Gravière. Et enfin, les incidents de la mise en état, ça c'est un petit peu mon dada. S'agit-il d'une procédure écrite ou orale? La question reste entière et le débat complet. J'ai mon idée, elle n'est pas partagée par tous, notamment certaines personnes parmi les universitaires. On aura, j'espère, un petit peu de temps pour le débat à ce sujet. Donc je passe la parole à Vincent Egea à propos du nouveau pouvoir du juge de la mise en état, et notamment sur la fameuse fin de non-recevoir. Merci, maître. Alors, effectivement, la réforme de ce point de vue, par rapport à une remarque qui était formulée précédemment par mon collègue Rudy Lair. Non, c'est bon. Oui, d'une réforme qui s'opère peu à peu par différents textes. Il est évident que ce point-là, c'est un des points les plus remarqués du décret du 11 décembre 2019, assurément. Mais d'un point de vue théorique, sur la conception générale du procès civil, sa temporalité, son équilibre, c'est effectivement un point très important et qui marque l'aboutissement. C'est pour ça que je faisais référence à cette réforme en continu, si j'ose dire, qui marque l'aboutissement d'un processus de déplacement du centre de gravité. C'est un point sur lequel on souhaitait insister ce matin de l'instance civile vers le juge de la mise en état, vers la phase d'instruction civile qui devient effectivement fondamentale et sans doute qui devient le moment, si j'ose dire, la phase la plus importante de la procédure civile, nous semble-t-il. Donc c'est une révolution qui n'est pas inattendue, pour le dire plus simplement, mais qui est le fruit donc d'une évolution régulière et constante, et qui est parfaitement
incarné en quelque sorte par le sixièmement donc de l'article 789 du Code de procédure civile. Donc, je pense qu'on peut passer à la diapo suivante, puisque pour le reste, le texte reste tout à fait identique à ce qui existait déjà, donc il n'y a peut-être pas nécessité de s'attarder là-dessus, sur ordonner d'office, toute mesure d'instruction, ordonner une provision, etc. Tout ceci est somme toute assez classique, mais ce qui est nouveau, vous l'avez ici, c'est effectivement le fait de pouvoir statuer sur les fins de non-recevoir. Donc ceci est désormais acquis. Il y avait deux questions qui nous intéressaient, c'était la temporalité et la manière, c'est-à-dire quand statuer sur ces fameuses fins de non-recevoir et comment, avec toute la singularité, mais ça on a décidé d'en faire un point à part, qui est effectivement cette usine à gaz ou ce mécanisme complexe, pour rester dans l'euphémisme, qui est ce renvoi vers la formation collégiale, mais qui va statuer pour trancher d'abord une question de fond. On a trouvé un exemple qui nous paraissait intéressant sur le contentieux liquidatif qu'on vous soumettra, qui figure dans le slide, enfin la présentation globale qui a été fournie. Alors, comment, c'est la première question sur laquelle la première question, c'est comment. Alors, ensuite, je vous laisserai la parole pour quand. Comment les dispositions de l'article 791, on les connaît. Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées et qui sont distinctes des conclusions au sens de l'article 768. Ça a une relation quelque part avec, là aussi, le problème de l'oralité ou pas de l'incident de mise en état. On a une spécificité qui a été dictée par cette disposition. Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions distinctes. Donc, dans la pratique, comment ça se passe ? On fait des conclusions, plaisent à madame ou monsieur le juge de la mise en état. C'est ainsi qu'on se distingue. Donc, on va présenter la demande liée à ce nouveau pouvoir conféré au juge de la mise en état par le biais de conclusions d'incidents de mise en état. Mais en pratique, et notamment sur le plan de la communication électronique, est-ce que c'est toujours possible ? Je vous pose la question. Alors, sauf erreur de ma part, effectivement, dans la plupart des configurations d'RPVA, il ne va pas y avoir en tant que tel, effectivement, d'onglet spécifique pour ces conclusions-là, et donc on force quelque peu la signification des conclusions d'incident, puisqu'on n'est pas véritablement sur un incident au sens strict du terme, pour le faire entrer dans ce biais-là, mais c'est effectivement la seule possibilité qui semble être offerte ici. Voilà, donc en fait, on est dans l'obligation quelque part de former un incident de mise en état, et un prétendu incident. Voilà, c'en est un, mais c'est un incident de mise en état avec une spécificité procédurale particulière. Puisque, voilà, pas toujours, mais il peut. Et donc, en dehors de cette difficulté particulière, donc, dans la pratique, dans la plupart de nos juridictions, quand on est confronté à l'obligation d'élever une fin de non-recevoir, on sait désormais que seul le juge de la mise en état a une compétence exclusive pour ce faire, et on devra donc, ça va se manifester par des conclusions d'incident de mise en état, et on va choisir l'onglet incident de mise en état. Sauf si, dans la juridiction, il y a un onglet spécifique destiné aux incidents de mise en état ayant pour objet de trancher une fin de non-recevoir. Ce qui est, à ma connaissance, assez rare. Et là, c'est vrai qu'on se posait la question en préparant ceci, de savoir là-dessus quels étaient les retours d'expérience dans vos différents ressorts sur ce point spécifique. Est-ce que vous avez déjà eu à le faire, et si oui, par quel biais technique dans l'interface ? Donc je suis navré, c'est nous qui vous posons une question ici. Oui, alors maintenant, une fois que cette question est posée, on en débattra au moment de l'échange, si on nous laisse un petit peu de temps sur ces échanges. Quand doit-on présenter cette demande ? Alors là, effectivement, sur la deuxième question, je pense que c'est la diapo suivante, le quand, c'est
cette fameuse modification de la temporalité des défenses de manière générale, puisque les parties ne sont plus recevables à invoquer ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, sauf si elles surviennent ou se sont révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Donc ça, c'est évidemment un point qui est absolument fondamental, puisque dans la distinction très classique de chronologie des défenses, on modifie assez sensiblement ceci. Alors, contrairement à ce qui a parfois pu être dit de manière un peu abrupte, ce n'est pas des défenses qui doivent être ici soulevées in limine litis, on n'est quand même pas si tôt, mais ce qui est certain, c'est que l'idée d'un tout état de cause décline quelque peu ici. Donc on a un entre-deux qui est extrêmement intéressant, notamment sur la question de cette borne que constitue le dessaisissement du juge de la mise en état, qui semble bien être l'ultime moment où l'on pourra soulever par le biais technique que l'on évoquait précédemment. Donc ça, c'était pour la question du quand. Et se pose ensuite la question, donc c'était le deuxième point que l'on voulait évoquer ici, qui est, nous semble-t-il, extrêmement important, qui est le fameux mécanisme qui a été mis en place par ce même article 789 de renvoi vers la formation collégiale. Ici, donc vous avez le principe sous les yeux, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, donc avec deux dérogations donc, qui sont prévues, donc dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique, dans les affaires qui ne lui sont pas attribuées, et deuxième possibilité, le juge de la mise en état peut ordonner le renvoi vers la formation de jugement de sa propre initiative s'il l'estime nécessaire. Alors, là encore, on a, et c'est finalement un constat qui a été dressé à plusieurs reprises ce matin, on a créé ce qu'on a nous qualifié dans notre préparation d'usine à gaz, puisqu'on va le voir, le mécanisme est quand même assez subtil, complexe, et qui, me semble-t-il, va sans doute à rebours du vœu de simplification qui était affiché ici. Alors, la décision de renvoi, vous l'avez sous les yeux, n'est pas susceptible de recours, donc c'est une mesure d'administration judiciaire. Donc, les conséquences, vous les avez ici sous les yeux, le juge de la mise en état donc renvoie l'affaire dans la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction pour qu'elle statue sur cette question de fin et sur la fin de non-recevoir. Par ailleurs, la formation de jugement donc statue sur la fin de non-recevoir, même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond, et le cas échéant, la formation de jugement renvoie devant le juge de la mise en état. Donc on a en réalité des circuits multiples et complexes, assez peu balisés. Or, lorsqu'on s'interroge sur cette qualification de fin de non-recevoir qui nécessite au préalable que soit tranchée une question de fond, on va trouver dans les ouvrages de procédure civile des exemples qui, sur la réalité pratique, nous semblent assez peu d'actualité aujourd'hui, comme la réconciliation des époux dans le divorce, ce genre de choses, qui, me semble-t-il, correspondaient peut-être plutôt au droit du divorce de 75 et encore que celui de 2021. Or, on a quand même des exemples concrets sur des contentieux habituels, donc c'est sur la diapo suivante. L'arrêt qui est rendu ici par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2019 est très important dans le contentieux liquidatif et concerne la fameuse clause de contribution au jour le jour aux charges du mariage dans les régimes de séparation de biens. Donc concrètement, les époux achètent en indivision 50-50 un bien, et puis au moment de la liquidation, le mari dit, en réalité, moi j'ai tout financé, elle n'a pas versé un centime, et à clause de la présomption, on se retrouve 50-50, je veux récupérer mes billes, permettez-moi l'expression. Et là, évidemment, se pose la question, mais dans votre contrat de séparation de biens figure cette clause de contribution au jour le jour aux charges du mariage. Et la Cour de cassation, dans cet arrêt, qualifie expressément cette clause de non-recours qui crée une fin de non-recevoir. Et il nous semble ici que, par exemple, financer une résidence secondaire, c'est typiquement, et invoquer la clause qui crée une fin de non-recevoir, puisque c'est son régime procédural, c'est typiquement ce type de question de fond. Est-ce que financer une résidence secondaire, c'est contribuer aux charges
charge du mariage ou pas. Le logement principal, la solution est désormais bien établie, il n'y a pas de difficulté. La résidence secondaire, c'est pas toujours évident. L'immeuble de rapport paraît, lui, exclu de ceci. Donc il faudra bien trancher cette question-là pour ensuite voir si la clause qui paralyse totalement la liquidation ici peut jouer ou pas. Donc on le voit, ce mécanisme-là, il est complexe et sur des exemples aussi ordinaires que celui que j'évoque dans le contentieux familial, montre que c'est loin d'être anecdotique. Alors, le juge de la mise en état sur l'issue de ceci ou la formation. Peut-être avant, d'abord, avant de répondre à une question liée à la qualification de la décision que va rendre cette juridiction collégiale sur cette fin de non-recevoir qui nécessite que soit tranchée une question de fond, et quelles sont les voies de recours à envisager sur cette solution. J'ai un autre exemple. En matière de divorce, on sait qu'aujourd'hui, on doit assigner à l'audience d'orientation et sur mesure provisoire. Dans l'assignation, là aussi un instrument un peu étrange, le demandeur ne doit pas faire apparaître le fondement juridique de sa demande. Dans le même temps, le défendeur, lui, éventuellement, on peut solliciter des mesures provisoires qui sont envisagées à l'occasion de cette audience. S'il ne le fait pas, ça va être renvoyé selon le circuit classique. Mais le défendeur ne peut pas conclure, au fond, tant que le demandeur n'a lui-même pas conclu et n'a pas fait connaître le fondement juridique de sa demande. S'il fait traîner, parce que dans les mesures conservatoires, une pension a été allouée, et qu'il ne conclut pas au fond, dans la mesure où le défendeur ne peut lui-même pas conclure au fond, est-ce que la solution n'est pas de saisir le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir au motif qu'il n'y a pas de fondement juridique à la demande? Oui, là, c'est une très grosse difficulté, effectivement, qui est issue du décret du 29 novembre 2020. On a, alors, dans cette hypothèse-là, une très grande singularité, puisqu'on a quand même un acte introductif d'instance dans lequel la demande n'est pas fondée en droit, ce qui est quand même un rebours complet de, je dirais, 25 ans d'évolution de la formalisation des actes en procédure civile. Et on s'était dit au départ, parce que ça provient du décret du 27 novembre, qu'avec ces fameuses assignations de divorce silencieuses quant au fondement de la demande, qui en réalité sont faites pour évincer l'invocation tôt de la faute, oui, mais que le défendeur devrait pouvoir conclure si le demandeur reste silencieux. Mais les rédacteurs du décret ont eu peur que ça crée une déconnexion entre un dédoublement des qualités de demandeur et de défendeur, c'est-à-dire je demande des mesures provisoires, ou par exemple le demandeur demande le principe d'une prestation compensatoire, mais en taisant le fondement juridique de sa demande, le défendeur va conclure sur le fondement du divorce, donc il y aurait une dissociation entre les deux. Donc c'est la raison pour laquelle on lui a interdit de conclure sur le fond dans le décret du 27 novembre. Mais la difficulté, c'est qu'effectivement, on n'a pas de sanction procédurale, à ma connaissance, pour cette impasse-là. Effectivement, vous évoquez le devoir de secours, mais si vous avez une occupation à titre gratuit, c'est encore plus intéressant pour cet époux-là. Donc là, il y a une vraie difficulté. Donc effectivement, hormis un incident ici, ou alors le pouvoir qu'a le magistrat de demander aux parties de mettre leur conclusion en conformité. Des pouvoirs du juge de la mise en état. Mais ça signifie, me semble-t-il, que le JAF doit pleinement assumer ici sa casquette de juge de la mise en état pour essayer d'avoir des actes conformes. Et donc, pour en revenir à la première question, la décision que va rendre la juridiction en collégialité qui statue sur cet incident de mise en état, est-ce que c'est une décision qui a autorité de se juger en premier ressort et quel est le recours possible? Mais sur la question de fond, il faudrait que ce soit le cas, oui, effectivement. Okay. On poursuit. Alors, sur ce point-là, l'invocation des fins de non-recevoir suite à une procédure participative de mise en état, alors ceci a
a déjà été évoqué ce matin par Maître Gravière. Et j'y reviendrai aussi tout à l'heure en parlant des exceptions de procédure. Donc on peut peut-être passer assez rapidement. Le point clé ici, ça a déjà été évoqué, c'est l'apport du décret du 11 octobre 2021 qui, voilà, on a fait un avant-après, c'est-à-dire avant ce décret, la conclusion de la convention de procédure participative de mise en état engendrait automatiquement une perte ou une renonciation en tout cas de la faculté de se prévaloir dans des exceptions de procédure, on y reviendra tout à l'heure, et des fins de non-recevoir. Désormais, c'est une simple faculté. Donc on s'était posé la question de savoir quand utiliser cette faculté-là, quel serait l'intérêt pour les parties de se lier de cette manière-là et de perdre ce droit. Comme cela a été déjà dit précédemment, comme on peut la conclure soit ab initio, soit en cours de mise en état, on peut imaginer que dans les hypothèses où les questions, les strictes exceptions de procédure ont déjà été tranchées, que la mise en état s'enlise et où on bascule en cours de route, si j'ose dire, vers une mise en état participative, là il y aurait sans doute cet intérêt-là. Et puis on sait très bien que selon la matérialité, on a beaucoup parlé de contentieux de la construction, où là effectivement il y a quand même un certain nombre d'exceptions qui sont conséquentes. Sur un divorce ordinaire par exemple, c'est sûr qu'a priori il y a quand même assez peu de fins de non-recevoir ici qui sont potentiellement invocables. Oui. Donc, sur cette convention de procédure participative, on avait envisagé, mais c'était antérieurement à la modification issue du dernier décret du 11 octobre, de faire trancher toutes les fins de non-recevoir et les exceptions de procédure au cours de la procédure de mise en état, pour ensuite passer à la convention de procédure participative, ce qui était une aberration. Donc là, effectivement, l'évolution du texte, qui ne rend pas obligatoire la renonciation à ces exceptions de procédure ou à ces fins de non-recevoir par la simple signature de la convention de procédure participative, permet peut-être de permettre et de promouvoir cette solution qui a été évoquée ce matin. Et je voulais en terminer par le dernier point qu'on envisagera ce matin, et on aura pratiquement respecté le délai en accélérant un petit peu nos propos, c'était l'incident de mise en état, procédure écrite ou procédure orale. Alors je ne sais pas quels sont les usages dans vos juridictions respectives. Pour ma part, moi j'essaie de raisonner, et sur le rôle du juge de la mise en état, on a dans le sous-titre 2 la procédure écrite, dans le Code de procédure civile. Au chapitre 1er, on a la procédure écrite ordinaire. Et c'est au sein de cette procédure écrite ordinaire qu'on a l'intervention du juge de la mise en état, avec ses pouvoirs, et puis le fameux article 791 qui détermine comment on s'adresse à lui, par des conclusions qui lui sont spécifiquement adressées. J'en déduis donc qu'on est bien dans une procédure écrite, et que, en dehors du calendrier de procédure ou des ordonnances de clôture qui ne sont pas applicables dans l'incident de mise en état, on devrait donc imposer l'écrit. Ce n'est pas ce que la plupart, enfin en tout cas certains auteurs enseignent. On a un désaccord à ce sujet avec Madame Nathalie Frissero, qui enseigne à l'ENM que, selon elle, on fait une mauvaise lecture des dispositions, et notamment de l'article 799, pas de l'article de 791, pardon, et que l'incident de mise en état, ce serait quelque chose, une petite bulle spécifique au sein de la procédure écrite ordinaire, et que la procédure serait orale. Et elle s'appuie sur des questions posées par des juges de la mise en état à la chancellerie n'ayant pas répondu avec affirmation que c'était une procédure orale ou une procédure écrite, mais ayant répondu que c'était une procédure qui nécessitait une certaine souplesse. Donc qu'en est-il de la réalité, dans la mesure où, de toute façon, pour matérialiser l'incident de mise en état, pour qu'on soit convoqué à un incident de mise en état, il faut déposer des conclusions. Est-ce que par la suite, celui qui est en défense sur cet incident de mise en état, est-ce qu'il a la possibilité de s'exprimer uniquement oralement lors de l'audience de mise en état? Je ne le pense pas, mais qu'en pensez-vous?